Bismillahirrahmanirrahim wa salatu wa salam ala rasulillah. Dans cette vidéo, on passe à la deuxième partie du chapitre 1 consacré aux notions fondamentales de mécanique analytique. On passe maintenant à la notion de déplacement virtuel qui est fondamentale en mécanique analytique. Un déplacement virtuel désigné généralement par le symbole delta, est un déplacement théorique que l'on va imaginer pour un système matériel comme celui indiqué par la figure ci-contre. Il est atemporel instantané, donc il n'a pas besoin d'un temps pour s'exécuter. Infinitésimal, donc il est petit, ce qui nous permet de faire un calcul différentiel, ne respecte pas obligatoirement les forces appliquées au système, mais doit respecter les différentes contraintes holonomes imposées sur les coordonnées physiques du système. Donc, si on considère un système de n particules dans un espace tridimensionnel, et on définit les déplacements virtuels suivants. Donc, on a delta x1, delta y1, delta z1, c'est le déplacement virtuel du point M1. Delta x2, delta y2, delta z2, c'est le déplacement virtuel du point M2. Delta x1, delta y1, delta z1 est le déplacement virtuel du nème point du système matériel. Donc, ce sont des déplacements virtuels qui, au fait, correspondent à des changements infinitésimaux, donc petits, de ces coordonnées physiques. x1, y1, z1, x2, y2, z2, jusqu'à xn, yn, zn. Donc, ces déplacements virtuels doivent être cohérents, donc compatibles avec les différentes contraintes holonomes du système. Mais ils sont arbitraires, ils peuvent être quelconques. À titre d'exemple, si une particule dans une situation réelle est confinée à une surface, donc elle est obligée à se mouvoir sur cette surface, alors le déplacement virtuel doit être parallèle à la surface, donc inscrit dans cette surface, car la particule ne peut ni pénétrer la surface, ni quitter la surface. Donc c'est une contrainte à respecter par l'ensemble des déplacements virtuels de cette particule. On dira alors que les déplacements sont compatibles avec la contrainte. Les déplacements virtuels représentent ainsi de petites variations dans les coordonnées résultant de l'imagination du système dans une position légèrement décalée de celle occupée à un instant donné. Ce processus implique l'hypothèse que les déplacements virtuels ont lieu instantanément, c'est-à-dire qu'ils ne nécessitent aucun temps pour se matérialiser. Delta t est égal à 0. Le symbole delta a été introduit par Lagrange pour souligner le caractère virtuel des variations instantanées par opposition au symbole d désignant des différentiels réels des coordonnées de position ayant lieu dans un intervalle de temps dt, pendant lequel les forces d'intervalle de temps peuvent changer et les déplacements virtuels étant infinitésimaux obéissent aux règles de calcul différentiel. Par ailleurs, un déplacement virtuel peut être défini en termes de variation infinitésimale arbitraire des coordonnées généralisées delta Q1, delta Q2, delta Qn. Or, par définition des coordonnées généralisées, des variations des QI qui sont indépendantes. Ce qui n'est pas le cas pour les coordonnées physiques xi, yi, zi qui ne le sont pas. Donc, une variation delta QI, variation dans la coordonnée généralisée delta QI, donc implique une variation des coordonnées du système 2A qu'on a défini précédemment, et donc une variation de ces vecteurs RI, donc la relation 2A, elle s'écrit de la façon suivante. Delta RI est égal à RI Q1 plus delta Q1
Q2 plus delta Q2 jusqu'à Qn plus delta Qn, et le temps, il est invariable, moins RI, donc la position occupée à l'instant T, Q1, Q2, Qn. Donc on a la somme des variations de RI par rapport à QJ, delta QJ. Un déplacement infinitésimal des RI réels de la particule I qui respecte les contraintes pendant un temps dt peut s'écrire de la façon suivante. dRi est égal à la somme par rapport à l'indice J de la dérivée partielle de RI par rapport à QJ fois delta QJ plus la dérivée partielle de RI par rapport au temps fois dt. Le premier groupe des termes constituant dRi correspond au fait à un déplacement virtuel, c'est-à-dire à une variation de la position qui est compatible avec les contraintes à un moment donné, mais qui ne correspond pas à une véritable évolution dans le temps. Par ailleurs, le second terme, celui-là, ajoute au premier terme, qui est virtuel, la quantité qu'il faut pour obtenir le déplacement réel des RI, qui tient compte de l'évolution dans le temps des contraintes imposées au système. Ainsi, on peut dire que le déplacement virtuel delta RI est un déplacement infinitésimal atemporel qui ne modifie pas la configuration du système. Il est théorique et non physique et ne nécessite pas de temps pour se réaliser. Mathématiquement, ce déplacement virtuel delta RI n'est pas une différentielle exacte. C'est ce qui fait la différence entre un déplacement réel, donc dRi, et un déplacement virtuel, delta RI. Par ailleurs, les contraintes imposées au système de la forme 4 qu'on a vu précédemment, en particulier CA RIT est égal à 0 pour I1 de 1 jusqu'à N et A de 1 jusqu'à K, s'exerçant sur les 1 point matériels du système sont imposés en fait par des forces dont la valeur dépend forcément du mouvement réalisé par ces points. Donc on peut imaginer que ces contraintes sont les conséquences de forces de rappel qui ramènent toujours les particules à la même posture définie par l'hypersurface qui correspond au système 4, donc à l'ensemble des contraintes CARI de t est égal à 0. Si l'on suppose que ces forces de rappel dérivent d'un potentiel VC qui dépend évidemment des vecteurs position RI, alors la force de contrainte agissant sur la IM contrainte qu'on voit ici, elle est égale à moins la dérivée partielle de VC, donc VC c'est le potentiel de contrainte, donc c'est la dérivée partielle de ce potentiel par rapport à RI. Donc on peut le développer cette expression-là sous cette forme-là, donc c'est une sommation par rapport à l'indice A, attention, A correspond au nombre de contraintes, donc D rond de VC par rapport à DCA, fois dCA, donc la dérivée partielle de la contrainte par rapport à RI. Cela va nous permettre d'introduire le multiplicateur lambda A, qui sont des constantes inconnues a priori, et ce lambda A donc, correspond au fait à la dérivée partielle de VC par rapport à dCA. Ces quantités lambda A qu'on vient d'introduire peuvent être calculées une fois que le mouvement est connu du système matériel. Et donc, une fois qu'on connaît le mouvement, donc les vecteurs RI sont connus, donc l'expression de VC qui dépend de RI elle est connue, et donc on peut calculer leur dérivée partielle par rapport aux grandeurs voulues. Donc, ceci est vrai même si l'équation de contrainte dépend explicitement du temps. Pour illustrer les notions qu'on vient d'introduire concernant les déplacements virtuels, on va reprendre l'exemple du pendule simple illustré par
la figure ci-contre. Donc ce pendule se mot dans le plan XY, il est constitué d'un point matériel de masse petit m qui se trouve au niveau du point grand M de coordonnées physiques x, y, z. Ce point matériel est attaché à l'origine O par le biais d'une barre rigide de masse négligeable de longueur L. Donc les coordonnées physiques x, y, z du point matériel peuvent être regroupées dans le vecteur position R qui est égal à OM. Donc le système, comme on l'a vu, a un seul degré de liberté caractérisé par l'angle polaire θ et qui correspond au fait à l'unique coordonnée généralisée du système, donc Q est égal à θ. Les coordonnées physiques du système doivent vérifier à tout instant les deux contraintes holonomes suivantes, x au carré plus y au carré est égal à L au carré. Cette contrainte traduit le fait que la longueur de la barre elle est fixe, elle est égale à L. Et la deuxième contrainte holonome, c'est z est égal à 0. Cela veut dire que le point matériel est astreint à se mouvoir dans le plan XY. Donc, à tout instant, la position du système, la configuration du système elle est paramétrée par l'angle θ. Et donc, par simple projection, on peut établir la relation reliant ce paramètre Q aux coordonnées physiques x, y, z. Donc, on peut établir que x de t est égal à L sinus θ. Donc, il suffit de projeter sur cet axe-là pour avoir x est égal à L sinus θ. Et puis, si on projette sur l'axe des ordonnées, on a y de t est égal à L cosinus θ. Et z, il est tout le temps égal à 0. Donc, le déplacement instantané réel est défini par le vecteur R. Par ailleurs, le déplacement infinitésimal dr, donc c'est un déplacement infinitésimal réel de la masse m qui doit respecter à tout instant t les contraintes holonomes A. Pendant un intervalle de temps dt, il est défini comme suit. Donc dr, donc là c'est une différentielle totale, dr est égal à d rond r, d rond θ fois delta θ. Donc on a un seul paramètre de configuration par rapport auquel on va faire cette dérivée partielle, plus d rond r par rapport à dt, fois dt. Donc, le premier terme va nous donner la variation de la position instantanée du point M si on a une éventuelle variation dans la configuration du système. Et la deuxième quantité va nous donner la variation dans la position instantanée due à l'évolution dans le temps. Et comme le vecteur R, il ne dépend pas explicitement du temps, donc ce second terme va être égal à 0, parce que dr sur dt vaut 0. Donc, il nous reste uniquement le premier terme, qui dépend essentiellement de la quantité dr sur dθ. Donc, pour calculer cette dérivée partielle, il faut procéder à une dérivation partielle de chacune des composantes x de t, y de t, z de t. Tout calcul fait, on va avoir ces expressions-là. Donc, comme on l'a vu dans la diapo précédente, la première quantité, au fait, définit le déplacement virtuel de la masse à tout instant t, qu'on notera delta r, dans les composantes selon les trois axes, ça sera delta x, delta y, delta z, qu'on peut présenter comme étant les déplacements virtuels réalisés selon les trois axes du repère de référence. Et ça correspond à cette première quantité de dr. Donc on reprend ce vecteur-là qu'on vient de calculer multiplié par delta θ. Et donc on a exprimé le déplacement virtuel en fonction de la variation unique de la coordonnée généralisée du système. Pour différencier les déplacements réels des déplacements virtuels infinitésimaux,
On adoptera dans la suite du cours la convention d'écriture suivante. Donc on notera delta R, le vecteur de déplacement virtuel, infinitésimal quelconque. Par contre, D droit R réfère à lui à l'unique déplacement réel infinitésimal entre les instants t et t plus dt. Ainsi, pour un déplacement virtuel caractérisé par les variations delta Q1, delta Q2, delta Qn, donc qui est un déplacement instantané infinitésimal du système, de telle sorte que toutes les contraintes holonomes imposées au système restent vérifiées. Donc on doit avoir à l'instant t, d'abord CQ1 jusqu'à Qn de t égale à 0, donc la contrainte elle est vérifiée pour la configuration initiale, mais également cette contrainte holonome doit rester vérifiée même pour la configuration perturbée. Donc on doit écrire C de Q1 plus delta Q1 jusqu'à Qn plus delta Qn de t égale à 0. Donc pour que le déplacement virtuel soit effectif, il faut qu'il vérifie la contrainte holonome ou l'ensemble des contraintes holonomes imposées au système. Donc ceci nous pousse à écrire un développement en série Taylor du premier ordre. Donc on va écrire que la somme de i allant de 1 jusqu'à n, donc pour toutes les variables de configuration du système, la dérivée de partielle de c par rapport à dqi, delta qi est égale à 0. Donc ce qui représente en fait une contrainte entre les variations delta qi, donc les variations virtuelles des variables articulaires. Si les contraintes ne varient pas avec le temps, donc on a le déplacement réel coïncide avec l'un des déplacements virtuels du système. Donc d'ailleurs on l'a vu dans l'expression, donc si dc sur dt, donc la contrainte ne dépend pas du temps, donc elle ne dépend pas explicitement du temps, donc sa dérivée partielle par rapport au temps, elle est nulle. Et dans ce cas-là, le déplacement réel va coïncider avec l'un des déplacements virtuels. Par contre, si les contraintes varient avec le temps, donc le déplacement réel ne peut pas coïncider avec les déplacements virtuels parce que entre l'instant t et t plus dt, les contraintes ont changé. Et donc, le déplacement virtuel ne coïncide pas avec le déplacement réel. Alors, pour illustrer cette histoire de compatibilité avec les contraintes, on va reprendre l'exemple du pendule simple. Donc, on a vu que le pendule simple est astreint à se mouvoir dans le plan XY et les coordonnées physiques x, y, z du point M doivent vérifier particulièrement la contrainte de rigidité de la barre, donc qui stipule que x au carré plus y au carré moins l au carré est égal à 0. Donc c'est une contrainte holonome donc de la forme CQ1, Q1, t est égal à 0. Donc si on imagine une variation delta QI, donc une variation ou un déplacement virtuel qui est caractérisé par une variation de la coordonnée généralisée Q qui est égale à θ. Donc, on va écrire dc sur dqi, donc c'est la dérivée partielle de c par rapport à θ. Donc, on doit dériver la contrainte qu'on a identifiée par rapport à θ. Donc, c'est simple. Donc, on a le x qui est ici. On doit le dériver par rapport à θ. Et également, on doit dériver y par rapport à θ et puis substituer dans l'expression suivante. Donc, tout calcul fait, on va effectivement avoir un 0. D'accord? Donc, il suffit de remplacer par les dérivées partielles de chacune des composantes. On va trouver que effectivement, pour une variation virtuelle d'état θ de la configuration du système, on va avoir un respect total de la contrainte parce que on a utilisé les coordonnées x de t, y de t obtenues par projection du point M selon les deux axes et ces projections-là respectent les contraintes ou la contrainte
x au carré plus y au carré moins l au carré est égal à 0. Considérons maintenant un deuxième exemple qui correspond à un pendule simple en translation. Il s'agit d'une tige AB de longueur L invariable à laquelle on a accroché une masse ponctuelle au niveau du point B. On impose à l'origine A un mouvement horizontal sinusoïdal de la forme XA est égal à A cosinus oméga t. A et oméga sont des constantes données. Ceci peut être réalisé physiquement, par exemple, en plaçant un ressort entre les points O et A. La question posée est la suivante. Calculer le déplacement réel et le déplacement virtuel du point B, lieu d'accrochage de la masse M. Alors, si on analyse le système, on voit bien que réellement, le système a un seul paramètre de configuration qui correspond à θ, du moment que le XA est un mouvement imposé, connu a priori. Donc, pour connaître la configuration instantanée du système, il suffit donc de connaître le paramètre de configuration Q qui correspond à θ, donc la position angulaire de la barre AB. Alors, la position instantanée du point B s'obtient simplement par une relation de Schall, donc OB égale à OA plus AB. Donc la distance OA est connue a priori, donc elle est égale à A cosinus oméga t, et la position de la tige AB s'obtient simplement par projection dans le plan des coordonnées du point B. Donc on va obtenir, comme on l'a fait pour le pendule simple dans l'exemple précédent, donc sur l'axe des X, on a L sinus θ, et sur l'axe des ordonnées, on a moins L cosinus θ. Donc tout calcul fait, on va avoir les trois composantes x de t, y de t, z de t du point B. Évidemment, là, on a la contrainte holonome z de t est égal à 0 qui dit que le point B évolue dans le plan xy, et on a également le fait que la barre elle est rigide, donc on a x de b moins x de a au carré plus y de b moins y a au carré va nous donner L au carré. Donc on a une deuxième contrainte holonome qui correspond à la rigidité de la barre. Mais nous nous intéressons ici au calcul du déplacement réel de la masse et le déplacement virtuel en présence d'un terme qui dépend explicitement du temps. Donc on va voir que la présence de ce terme-là va changer les résultats de calcul. Alors, un déplacement réel infinitésimal de la masse qui se trouve au point B se calcule de la façon suivante. dr est égal à d rond r dθ, delta θ, plus dr dt, dt. Donc on a deux termes. Le premier terme, on a vu qu'il correspondrait au déplacement virtuel, delta R. Donc, delta R est égal d rond R sur d rond θ fois delta θ. Donc, on va prendre ces composantes, x, y, z, et on va les dériver partiellement par rapport à θ. Donc, pour la première composante, ce terme-là va s'annuler parce qu'il ne dépend pas de θ. Il nous reste uniquement à dériver ce terme. L sinus θ, sa dérivée va nous donner L cosinus θ. Et puis, le second terme correspondant à y de t, donc on le dérive par rapport à θ, ça va nous donner L sinus θ. Donc, on va obtenir ce vecteur-là qui correspond à delta R. Donc, dans l'expression de dr, il reste ce terme-là, donc d rond R sur d rond t dt. Donc, si on prend composante par composante, il n'y a que le premier terme, x de t, qui comporte un terme qui dépend explicitement du temps
et donc sa dérivée par rapport au temps, elle n'est pas nulle. Elle va nous donner effectivement cette quantité, moins A oméga sinus oméga t, qu'on va la retrouver. Donc en fait, cette quantité qu'on a calculée ici, c'est la quantité qu'il faut rajouter au déplacement réel, au déplacement virtuel delta R pour qu'il devienne réel, pour qu'il devienne dr. Donc c'est ceci qui représente, donc cette expression, c'est cette expression-là qui représente le déplacement réel. Donc, je pense à travers cet exemple, on a bien illustré la différence entre le déplacement infinitésimal réel qui a lieu effectivement dans un intervalle dt et ce qui est un déplacement virtuel qui correspond à un changement de la configuration delta θ. Donc ce sont deux notions fondamentales à ne pas confondre dans le contexte de la mécanique analytique et qui permet dans la suite de ce cours de développer plusieurs théorèmes essentiels à cette discipline. Mon exposé se déroulera selon le plan suivant. On passe maintenant à la notion de vitesse virtuelle qui est fondamentale en mécanique analytique. Dans un mouvement réel, chaque point matériel du système considéré admet à chaque instant une vitesse réelle donnée qui s'obtient par simple dérivation par rapport au temps du vecteur position. Si l'on considère le système matériel de la figure ci-contre constitué de un point matériel, chaque point matériel, sa position est définie par le vecteur RI qui est fonction du temps. Donc la vitesse instantanée de ce I1 point, la vitesse réelle, s'obtient simplement par dérivation par rapport au temps comme indiqué par la relation 10. Cependant, les vecteurs RI sont dépendants des n paramètres de configuration QI. Ainsi, la vitesse qu'on a vue tout à l'heure, la vitesse réelle, se calculera précisément en précédant au calcul des dérivées partielles par rapport aux variables de configuration comme indiqué dans la relation 11. Donc on écrira que VI de t est égal à la somme par rapport à J de d rond RI d rond QJ multiplié par dQJ sur dt plus d rond RI sur dt. Si on note dQJ sur dt plus point J, l'écriture sera beaucoup plus simple. Cette relation donc définit la vitesse réelle du I1 point en tenant compte des vitesses des paramètres de configuration, donc Q point J, et éventuellement de la variation partielle de R par rapport au temps. Cela permettrait de tenir compte du fait que le vecteur position peut être dépendant explicitement du temps. Par ailleurs, un instant t fixe est pour un mouvement virtuel du système, donc caractérisé par une variation infinitésimale des variables de configuration, notamment delta QJ pour J allant de 1 jusqu'à n. On va définir la vitesse virtuelle du IM point matériel et qu'on notera VI étoile, donc VI étoile de t. La quantité suivante, donc c'est la somme de J allant de 1 jusqu'à n, d rond RI sur d rond QJ multiplié par delta QJ dt. Si on regarde de près, cette quantité correspond au premier terme de la relation 11. Sauf qu'on a, au lieu de noter dQJ, on a noté delta QJ pour le correspondre aux variations infinitésimales. Donc, delta QJ sur dt, c'est une quantité virtuelle, donc c'est une vitesse virtuelle, Q point J étoile, qui permet donc de définir la vitesse virtuelle du I1 point en fonction des variations infinitésimales des variables de configuration dans un intervalle très court. Un champ de vitesse virtuelle est dit compatible avec éventuellement une liaison non holonome imposée au comportement du système matériel considéré si cette relation est vérifiée pour les quantités Q.J étoile, donc pour un instant t fixé. En outre,
ce champ de vitesse, il est compatible avec éventuellement une contrainte holonome, C par exemple, si il y a la vérification de la relation 14, donc la dérivée partielle de C sur D QJ multiplié par Q.J étoile égale à 0. D'accord? Donc il faut sommer sur toutes les variations infinitésimales des variables de configuration du système considéré. Pour illustrer la notion de vitesse virtuelle, reprenons l'exemple du pendule simple en translation. Il est demandé ici de calculer la vitesse réelle du point B ainsi que sa vitesse virtuelle. Donc on a vu que le système possède un seul paramètre de configuration Q est égal à θ. Et donc la position instantanée du point matériel qui se trouve au niveau du point B se calcule par simple composition des vecteurs OA et AB et va nous donner dans le plan le vecteur R qui est égal à OB et on a cette expression-là. La vitesse réelle du point B s'obtient par simple dérivation par rapport au temps du vecteur R compte tenu de la relation qu'on a donnée tout à l'heure. Donc il faut tenir compte des vitesses Q point I, donc on va calculer V de B comme étant la somme de I allant de 1 jusqu'à n de d rond OB sur d rond QI fois Q point I plus d rond OB sur d rond T. Alors I, il va varier de 1 jusqu'à n et n est égal à 1 parce qu'on a un seul paramètre. Donc QI correspond au fait à θ. Donc, ce premier terme va nous donner tout simplement L cosinus θ et L sinus θ. Et Q point I correspond à θ point. Par ailleurs, du moment que le mouvement du point B est caractérisé par la partie XA qui s'exprime explicitement en fonction du temps, donc on a un mouvement harmonique ici. Donc, d rond DOB sur d rond T n'est pas nul, elle a cette contribution. C'est ce vecteur-là. Maintenant, la vitesse virtuelle du point B, elle est indépendante du temps, donc ce second terme va disparaître. Donc la vitesse virtuelle du point B, c'est uniquement ce premier terme où on va substituer Q point I par Q point I étoile et on va écrire directement, donc on va reprendre ce vecteur et on va l'écrire ici. Donc c'est L cosinus θ, L sinus θ, θ point étoile. Cela constitue la vitesse virtuelle du point B. Donc la différence entre la vitesse virtuelle et la vitesse réelle, c'est ce terme-là, d rond OB sur d rond T. Et là, donc, une remarque très importante. Si les vecteurs de position R de T ne dépendent pas explicitement du temps, donc des termes en fonction de T n'apparaissent pas dans les expressions, donc ce terme-là, il est nul. Dans ce cas-là, les vitesses virtuelles correspondent aux vitesses réel. C'est la même remarque qu'on a faite par rapport au champ de déplacement virtuel qui correspondrait au champ de déplacement réel en l'absence de termes explicites en fonction du temps. En conclusion, on peut dire que ce chapitre nous a permis d'introduire des notions fondamentales de la mécanique analytique, en particulier les variables de configuration, les contraintes holonomes et les contraintes non holonomes, ainsi que les déplacements virtuels et les vitesses virtuelles. Ce sont des notions qu'on n'a pas l'habitude de manipuler dans le contexte de la mécanique newtonienne. Elles vont servir par la suite comme outil de base pour développer le théorème de travaux virtuels ou le principe de travaux virtuels, ainsi que le principe de D'Alembert. Par la suite, il sera utilisé pour écrire les équations de Lagrange du premier espèce ou du deuxième espèce et éventuellement va nous servir pour développer les équations d'Hamilton. Il est nécessaire dès maintenant de
maîtriser ces outils à travers la résolution des différents exercices proposés dans la première série et qui est disponible sur le site de l'université. Je vous remercie.